Issoufou a pu faire en sorte que notre pays soit stable et en paix. Nous sommes au centre de 3 pays en proie à des conflits particulièrement déstabilisateurs, mais malgré cela, le Niger est resté un pays très stable et en paix. En fin d'année 2015, les autorités nigériennes ont déjoué un coup d'État militaire, ce qui a rendu le climat sécuritaire tendu dans le pays. Dans son rôle de veille et d'alerte, la société civile a plusieurs fois dénoncé des atteintes liées aux droits humains, notamment dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Le rapport rédigé sur la question a valu l'incarcération de certains responsables de la société civile. Nous, on avait dénoncé les atteintes aux libertés, aux droits humains, notamment le déplacement forcé des populations des îles du lac Tchad. Et ça n'a pas plu au gouvernement. Avec 1 267 000 km², dont 5 697 km de frontières, le Niger se situe dans un cercle régional marqué par le terrorisme et l'insécurité, notamment au Mali et en Libye. En cette période de campagne électorale, les citoyens demandent plus d'efforts de la part de l'État dans sa croisade contre les terroristes. En dehors même du phénomène de Boko Haram à l'est du pays, nous avons également l'État islamique qui est en train de s'installer progressivement au nord, notamment en Libye. Et vous savez que c'est un pays avec lequel nous partageons vraiment une frontière sur beaucoup de kilomètres. Ce phénomène aussi est en train de nous inquiéter. Nous avons aussi le nord Mali. Là aussi, c'est une autre instabilité due toujours au terrorisme. Donc je pense que la priorité l'une des principales priorités pour notre pays, c'est d'abord la sécurité. Car vous savez que la sécurité, c'est vraiment le pilier de tout développement. Les autorités du Niger ont renforcé la sécurité des personnes et des biens dans les régions les plus fragiles du pays, notamment Agadez, Tillabéri et Difa. Le Niger participe aux efforts entrepris dans la sous-région pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel. À l'instar de Adal Agroubéid, du MDR Tarna, certains candidats à l'élection présidentielle préconisent le service militaire obligatoire pour mieux imprégner les citoyens des questions sécuritaires. Alors, Monsieur Garba, en ce qui concerne la sécurité intérieure, par exemple, on l'a relevé, il a été noté que la population, parfois, est la victime collatérale de la lutte contre le terrorisme, que le banditisme dans certaines régions, parfois même éloignées, s'accroît, qu'il y a parfois des déplacements forcés des populations au Niger, des populations auxquelles on ne donne pas d'autres alternatives. Donc ce point précis, est-ce que vous avez l'impression qu'on répond aux attentes de la population? Bien, lorsque nous considérons le cas présentement de Difa, on peut dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, parce que les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Donc elles sont pratiquement prises entre deux feux, d'un côté le Nigeria de Boko Haram, mais aussi à l'intérieur parce que les conditions ne sont pas réunies pour arriver à les faire déplacer dans d'autres endroits de la région. Donc nous assistons à un phénomène assez, disons, complexe dans la mesure où d'un point de vue même de l'armée, on a l'impression qu'il y a un recul parfois. Voilà une armée qui occupe un espace, qui poursuit Boko Haram jusqu'à l'intérieur du Nigeria et on pense que l'arrière a été sécurisé. Maintenant, 2 semaines après, Boko Haram attaque au Niger et les victimes sont très nombreuses. Effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes dans ces régions et au-delà de ces régions, il existe d'autres régions où ce genre de phénomène est récurrent. Ça, c'est le cas du nord Tillabéri, c'est-à-dire entre le Niger et le Mali, où des gens viennent régulièrement voler le bétail des pauvres éleveurs, les amener au Mali, mais l'armée ne réagit que tardivement. Et au-delà de ça d'ailleurs, parce qu'on voit souvent effectivement des populations qui se déplacent, mais c'est parce qu'elles craignent pour leur vie, mais qu'on demande à des populations de se déplacer sans leur proposer un logis, de quoi se nourrir. C'est spécifique pour l'instant au Niger? Bien, je pense que pour le moment, c'est une option prise par le gouvernement, mais tout en ne mesurant pas toutes les conséquences que cela peut avoir. Je crois qu'il ne faut pas combler la défaillance
hein, de nos forces quelque part et rendre les populations victimes de ces défaillances. C'est-à-dire quand il y a une sécurité pour tous, comme le dit notre candidat, il faut garantir la sécurité de tous les Nigériens partout où ils se trouvent. On n'a pas besoin de les déplacer pour les confiner dans un environnement qui finalement ne permet pas leur épanouissement ni leur développement, parce qu'ils se retrouvent un peu comme des réfugiés. Quand la période de culture va arriver, elles seront obligées de retourner dans leur espace traditionnel. Donc, les réfugiés sans aide. Hein. Exactement, exactement. Monsieur Arami, alors, votre analyse sur ce cas pratique hein, de populations qui sont déplacées et qui ne sont pas relogées, qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas suivies et qui ne sont pas aidées. Moi, personnellement, je pense que cela relève d'une, je dirais pas mais d'une mauvaise approche de la situation parce que apparemment l'option retenue dans ce cas précis est celui du tout sécuritaire, du tout militarisé. Donc, alors que la question n'est pas complètement militaire, il y a quand même un énorme impact socio-économique. La gestion de la population n'est pas militaire. C'est des questions qui relèvent d'orientation politique à très haut niveau et qui demandent des prises en charge globales. Et ces populations sont victimes. Elles sont doublement victimes parce qu'elles sont victimes des terroristes, mais elles sont aussi victimes des autorités qui ont envie de les prendre pour les mettre peut-être, comme le dit notre camarade, dans un îlot où on va à la limite mettre des barbelés et les encercler pour leur dire vous restez là, vous ne bougez pas, sans tenir compte de toutes les autres aspirations et des droits en tant que déplacés dont ils ont. Mais est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le terrorisme sans passer par ce type d'agissement ? Dans l'immédiat et dans l'urgence. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte asymétrique. Donc, il n'y a pas de solution préconçue. Donc, c'est une convergence de solutions militaires, socio-économiques. Et il faut quand même rappeler que la question du terrorisme a sa source dans la question économique de celle de la pauvreté et de la population donc, qui est encore victime de la pauvreté. Donc, il faut, je ne dirais pas attaquer le mal à la racine, mais il faut en prendre compte énormément. Donc, il ne faut pas voir les choses. Quand j'entends un discours politique où on nous parle on a investi des milliards et des milliards et des milliards, mais j'aurais bien voulu que ces populations bénéficient, pas des milliards, juste de quelques millions, pour pouvoir être à l'aise et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Donc, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas pour le moment. Monsieur Sanoussi, est-ce un mal nécessaire, finalement, dans ce contexte très particulier que connaît le Niger? Oui, d'abord, il faut comprendre que les termes terroristes ou le terrorisme n'est pas un problème qui est récent. Ça a été attesté pour la première fois en 1794. Et avec les attentats aux États-Unis, ça a acquis un sens anti-gouvernemental. Et depuis le développement des AQMI, la multiplication des activités de Boko Haram, maintenant, c'est devenu un terme en vogue. L'objectif du terrorisme, c'est de répandre la terreur. Comme il l'a dit, c'est une guerre asymétrique. L'ennemi, il est invisible. On ne sait pas à qui s'attaquer. Donc, non seulement on fait une mutualisation des efforts, une mutualisation des politiques pour faire face, mais en même temps, on développe des stratégies communautaires pour y faire face. Mais il y a des ratés dans l'approche. Pour le cas du Niger, normalement, ce qu'on a vu avec le collectif budgétaire qui a amené l'État du Niger à débloquer des moyens importants pour faire face à la guerre. Or, on a des puissances qui sont impliquées dans cette guerre, qui peuvent apporter une assistance technique, financière à l'État du Niger dans le cadre de la politique commune pour faire face. Et c'est cette façon d'aborder la question du terrorisme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les populations au nom desquelles on fait la guerre, au nom duquel on se déploie pour le protéger, on le met en danger. On le met en danger du simple fait que les autres forces qui interviennent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous savons qu'ils ne sont pas
sur le terrain. Il y a aussi des drones qui sont utilisés et on a vu qu'il y a eu beaucoup de victimes civiles dans le cadre des interventions et des opérations militaires. Donc moi, de mon point de vue, pour que les populations soient bien sécurisées, outre cet élan de politisation, de politisation commune de lutte contre le terrorisme, il faut tenir compte de l'élément souveraineté de l'État sur le territoire duquel il y a des théâtres, il y a des opérations terroristes. Vous pensez que l'État perd de sa souveraineté? Effectivement, parce que le fait d'accepter d'aller vers une politique commune de sécurisation, il faut que l'État cède à une partie de sa souveraineté. Et aujourd'hui, au Niger, nous avons constaté, avec le foyer que nous avons dans le nord du Mali, dans la région de Difa et dans la région d'Agadez, avec la frontière avec le sud libyen, s'il y a des moyens conséquents, on donne le moyen logistique à notre armée, avec l'appui financier, elle peut contenir les menaces terroristes. Mais tant qu'on va agir dans le cadre de politiques communes de sécurisation, avec nos militaires qui sont sur le terrain, avec des moyens dérisoires, le véhicule qu'ils ont, on sait que c'est le véhicule, il faut faire un tour sur le terrain, vous constaterez que le gros de moyens qui sont déployés sont des moyens aériens et souvent ils tirent sans précision et on a assisté à beaucoup de dommages, comme vous dites, de dommages collatéraux et c'est ce qui est à éviter. Aujourd'hui, le terrorisme a réussi à répandre la terreur, pas seulement au Niger, c'est un problème qui est mondial et le Sahel est un cas emblématique. Moi, je trouve que vraiment les populations aujourd'hui, par rapport à tous les efforts qui sont en train d'être consentis dans le cadre de la lutte, la population, elle ne se sent pas sécurisée véritablement parce que le combat se fait autrement. Merci, M. Sanoussi. M. Garba, alors justement, pour revenir sur les propos de M. Sanoussi, la mutualisation des forces pose parfois certaines difficultés. Est-ce que vous trouvez que l'armée est à même de pouvoir justement aller au combat si on lui donne plus de moyens qu'actuellement? Bien, je dois dire que l'armée nigérienne dans la sous-région, c'est l'une des meilleures armées qui est reconnue partout, de par leur formation, de par la couverture d'un territoire qui fait 2,5 fois la France et qui de tout le temps a été en mesure de garantir la sécurité de l'ensemble du territoire avec des moyens de bord, c'est-à-dire de l'indépendance, en tout cas jusqu'à la période du président Kounché. Les militaires ont toujours été à la hauteur. Évidemment, récemment, on peut se poser des questions sur la marge de manœuvre que la hiérarchie militaire dont elle dispose pour pouvoir mener à bien des opérations. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'interférences politiques, parfois qui gênent les opérations militaires. C'est vrai que la mutualisation des efforts est tout à fait nécessaire dans le cas de la sous-région. Lorsque nous prenons le Tchad, le Nigeria, du côté de la Libye, donc lorsque vous poursuivez par exemple des terroristes, s'ils ne sont pas bloqués de l'autre côté de la frontière, ils reviendront naturellement quelque temps après. Donc il faut coordonner l'ensemble de ces actions et aussi avoir des soutiens logistiques de la part de certains pays amis et tout en formant nos militaires. Parce que la formation, nous pensons que c'est l'un des aspects le plus importants. Mais même former ces militaires, s'ils n'ont pas, comme on le soulevait juste avant, de marge de manœuvre véritable, comment peuvent-ils agir et changer cette donne? Mais ça, c'est une question fondamentale, effectivement, qu'il faut se poser. Votre candidat, le candidat que vous représentez, se l'est posé? Oui, le candidat que nous représentons a posé justement ce volet-là en disant qu'il est pour la sécurité pour tous, pour tout le monde. Effectivement, il faut dans un premier temps sécuriser
il a parlé de la coordination au niveau régional, il a parlé de l'appui des pays amis en termes de formation et au présent et pour le futur. Donc, mais ça ne répond pas véritablement à ma question, M. Garba. Bon, ce que je dois dire, vous savez, la stratégie militaire, le politique, il met les moyens à la disposition de l'armée. Maintenant, c'est l'utilisation que l'armée en fait. Ce que nous savons, des fois, comme il l'a dit, on parle toujours de milliards qui sont débloqués. Mais sur le terrain, nous voyons que les militaires, ils peinent. Et il y a eu l'une des attaques qui a été menée. Pratiquement, c'est faute de munitions que ces militaires se sont rendus. Parce que moi, j'en connais un qui a tenu front jusqu'à la dernière minute. Il n'avait plus de munitions et cela pose des problèmes de la gestion même du matériel, des équipements militaires. Donc, gestion du matériel, mutualisation également. Monsieur Arami, vous avez certainement, votre candidat, celui que vous représentez, Ama Amadou, a certainement une stratégie en la matière. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Financer plus l'armée, faire un pas en arrière en ce qui concerne la mutualisation des forces. Que préconise-t-il? Le candidat Amadou, président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Moudem Faloumana, a fait de la question de la sécurité une question centrale. En fait, on ne peut rien faire sans sécurité. La question de la sécurité dans le programme politique du candidat est une question majeure, je l'ai dit, bien centrale. Donc, c'est une question globale qu'il envisage et qu'il estime devoir prendre à bras le corps très rapidement et afin qu'il puisse consolider. Donc, la question de la sécurité rime avec des efforts permanent, donc une consolidation aussi bien du dispositif, des efforts, de l'encouragement et de l'armement des forces de défense et de sécurité. Et pour notre part, personnellement, je ne pense pas que la question se résume une fois de plus à la question du matériel. Il y a des puissances comme les États-Unis, la France, qui aujourd'hui, je vous donne un exemple très précis, dans le Sahel, le nombre de dispositifs militaires, de moyens, de militaires formés, spécialisés, qui sont sur le terrain et qui peinent quand même à éradiquer, on dit souvent des petits groupes de djihadistes. Ce n'est pas seulement une question de matériel. Mais si on n'a pas de matériel et qu'on n'a pas de souveraineté, comment lutter? Mais on peut lutter, je dis, la question c'est à la source, c'est la question de la pauvreté. Aujourd'hui, dans le cas spécifique du Niger, puisque c'est du Niger qu'il s'agit, le président candidat Mamadou estime qu'il faut s'attaquer à la racine, la pauvreté. Il va falloir couper les sources de ravitaillement au niveau de ces terroristes sur deux plans. Celui de la ressource humaine, donc il faudrait conserver, donner du travail à nos jeunes frères, les stabiliser, leur donner confiance à leur pays et leur dire qu'il y a une autre façon de participer au développement de son pays que de faire la guerre, de prendre des armes. Et de l'autre côté, il y a celui de mutualiser, comme le disait notre frère Sanoussi, les efforts aussi bien au niveau régional et au Modem Faloumana. Nous privilégions le renforcement des capacités au niveau d'abord régional et ensuite, évidemment, en matière de renseignement, la coopération des puissances comme la France, les États-Unis, l'Angleterre. Mais pour ce qui est de l'emploi des jeunes, ce sont des projections à moyen terme, voire à long terme, mais dans l'immédiat. Dans l'immédiat, si déjà, le candidat Mamadou est élu, par exemple. Mais les premières mesures, entre autres, c'est redonner confiance à nos forces de défense et de sécurité. Effectivement, il faut leur donner des moyens. Donc à travers finalement du matériel. Mais pas seulement. Mais seulement, je dis, la question du matériel est une question nécessaire, mais n'est pas fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut donner confiance. Quand je vous dis que quand vous avez affaire à des terroristes qui viennent pour mourir, souvent, ils ne se demandent pas, ils ne demandent qu'à mourir. Donc le matériel, l'absence de matériel ou le matériel n'est pas une question qui se pose pour eux. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être avoir moins de personnes qui viennent combattre au nom du terrorisme, c'est-à-dire qu'en coupant aussi bien le financement. Et c'est une question très importante parce que aujourd'hui, quand même, le terrorisme est financé à travers des filières dont beaucoup de puissances ne veulent pas parler en ce moment. Donc c'est une question que nous allons poser sur la table et notre candidat se permet de regarder partout où il faut afin qu'on puisse identifier effectivement les raisons principales de ces menaces. Et comment redonne-t-on confiance
à des militaires, à des soldats du Niger? On redonne confiance à des militaires quand on a un responsable politique qui sait comment mener la barque. Entre guillemets, quand on a un responsable politique qui a l'expérience, il faut le rappeler quand même, le président Amma a exercé des fortes fonctions. Il a eu à gérer des crises politiques, je ne dirais pas politiques, mais des crises militaires, notamment des rébellions armées, de 2000 à 2004 et de 2004 à 2009. C'est un président qui a une expérience des questions de sécurité et des tensions militaires et qui sait, comme je dis, mixer les solutions, aussi bien c'est le dialogue, quand bien même des fois on se pose la question s'il faut dialoguer avec les terroristes, mais en tout cas, la guerre asymétrique impose des solutions atypiques. Nous allons poursuivre le débat dans quelques instants, mais pour l'instant, nous allons marquer quelques minutes de pause. Restez sur Africa 24, à tout de suite. Découvrez une nouvelle télévision qui inspire, qui enrichit, qui divertit. Nous animons vos journées, nous enflammons vos soirées. La télévision comme vous ne l'avez jamais vue. Vous êtes sur Edan.